situation, on peut éventuellement corriger, rectifier éventuellement. Oui. La femme enceinte aussi, ça fait partie aussi des sujets à risque? Oui, bien sûr, la femme enceinte est un sujet à risque de toute manière pour toutes les pathologies infectieuses. Elle est en situation de fragilité et avoir une toxi-infection alimentaire avec des vomissements, éventuellement de la diarrhée, ça l'expose à un risque. Il y a certains aliments qui lui sont interdits. Voilà, par exemple, les produits laitiers, les laitages crus, donc les fromages à base de lait cru, par exemple, c'est quasiment interdit. Certains poissons aussi. Récemment, c'était la période du thon rouge. Donc, par exemple, la consommation excessive de thon rouge ou bien le foie de thon rouge qui est pour toutes les femmes enceintes ou pour certaines femmes enceintes? D'accord. Par exemple, le foie qui est réputé pour être bénéfique pour tout ce qui est, par exemple, anémie, ferriprime, etc. Il est interdit chez la femme parce qu'il est même si c'est bien riche. Non, parce qu'il est très riche en vitamine A, qui est nocif pour la femme. Donc, il y a beaucoup d'aliments qui sont interdits. Une femme qui fait une intoxication alimentaire, c'est je ne grave. pense pas que toutes les femmes enceintes le savent. Hein. Mais normalement, il y a on fait pas... chaque femme enceinte, normalement, elle a un suivi gynécologique. Donc, le médecin traitant, il a le devoir d'informer la patiente. Oui. Alors, on parle généralement de ces intoxications alimentaires ou ces toxi-infections alimentaires à chaque début de l'été, mais est-ce que vous en voyez, j'imagine, toute l'année C'est un problème qu'on est en train de subir récurrent toute l'année. C'est pas parce qu'il fait seulement chaud. Quoi qu'il fait chaud, même dans certaines zones sahariennes d'Algérie, toute l'année. Mais ça provient beaucoup plus de nos habitudes. C'est pour dire en réalité que ce n'est pas uniquement la chaleur qui nous expose justement aux intoxications, c'est plutôt nos comportements qui sont remis en cause. C'est pendant l'été, parce qu'il fait très chaud, que justement on est mis à nu devant ces situations, je dirais, de négligence. Parce que vous savez que tout ça, c'est évitable. On peut les éviter facilement. Et juste par la prévention. Donc c'est pas des maladies qu'on peut subir parce que c'est des maladies qui nous préviennent, qui sont héréditaires ou autres. Donc c'est la négligence qui nous mène justement à une intoxication alimentaire. La négligence, elle apparaît beaucoup plus en été parce que les journées sont beaucoup plus longues, il fait beaucoup trop chaud. Et puis on sort de chez soi, donc on sort du contexte habituel. On a des habitudes alimentaires, donc on mange à la maison, à midi peut-être on mange dans un restaurant qu'on connaît, qui est près du bureau, et le soir on rentre à la maison. Mais pendant les collectives, il y a des vacances aussi, on ramène beaucoup d'enfants dans un endroit, on leur fait à manger, et malheureusement, donc on n'a pas beaucoup de professionnels dans ce domaine. Les contrôles. Ça nous expose en fait à ce type d'intoxication, absolument. C'est des endroits qui sont pas toujours bien contrôlés. Vous savez que dans une fête de mariage, il y a personne qui contrôle ce qu'on fait, alors qu'on cuisine pour 1000 personnes, et c'est ce qui fait que voilà, donc on tombe dans ce piège des intoxications alimentaires pendant l'été. Et bien sûr parce qu'il fait trop chaud, donc la chaîne de froid, donc quand elle n'est pas respectée, on est en train de voir, on a constaté nous-mêmes, donc certains commerçants qui éteignent leur frigo dans les commerces. On en parle chaque année malheureusement. Oui, malheureusement, et c'est un phénomène nouveau. Donc auparavant, on n'avait pas ce problème. On avait des coupures d'électricité qui nous posaient problème, mais maintenant c'est certains commerçants, je dirais, indélicats, qui font ça pour gagner un peu d'argent sur la facture d'électricité, mais qui causent beaucoup de problèmes de santé publique. Qui exposent tous leurs clients à être malades. Alors plus de 200 maladies alimentaires. Oui, généralement le malade vient au pavillon d'urgence pour consulter pour un embarras gastrique. Généralement c'est le symptôme le plus fréquent. Mais parfois il y a de la diarrhée aussi, il y a des glaires dans les salles, il y a du sang. Le malade peut rapporter la notion de vomissement. Généralement c'est une maladie bénigne. C'est ça le tableau en gros. Mais il faut... Oui. Dans certains cas, c'est des... Voilà, j'allais dire à quel moment il faut consulter justement, parce qu'on a tendance à dire que c'est pas grave quand on a c'est les deux âges extrêmes, donc les enfants en bas âge et les personnes âgées, et bien sûr les malades chroniques, donc par exemple les diabétiques, etc., qui sont déjà par exemple en déficit immunitaire. Donc ces personnes-là sont déjà à surveiller. Il y a aussi une notion très importante, c'est la gravité des symptômes. Donc si on fait par exemple une petite douleur abdominale qui va s'aider sous antispasmodique, ou bien on fait une diarrhée dont la fréquence est 2 à 3, il faut consulter. Alors,
L'intoxication alimentaire, généralement, ça dure combien de jours, hein? Alors, on avait dit une journée. À partir d'une journée, déjà, on parle d'intoxication alimentaire. Ça dépend du germe, déjà. Il y a certains germes, par exemple, la salmonelle, c'est entre 8 et 48 heures. D'accord. Donc, il est difficile d'incriminer tel ou tel repas. La plupart des cas, c'est une simple salmonelle. Dans certains cas, c'est par exemple le staphylocoque. Le staphylocoque, il met un peu moins de temps à donner des symptômes. Donc, par exemple, si je déjeune dehors, si par exemple le soir même, j'ai un embarras gastrique, c'est très certainement le repas du déjeuner. Ça dépend donc du germe. Justement, vous anticipez un peu sur ma question, hein, parce que j'allais dire, alors si j'ai une intoxication alimentaire, quel repas? Justement, ça dépend souvent. Du germe. Voilà. Parce que vous avez, par exemple, typiquement, quand c'est du staphylocoque, vous pouvez avoir des symptômes dans l'heure qui suit le repas. Ça peut aller jusqu'à 6 heures. Quand c'est de la salmonelle, ça peut être 24, éventuellement 48 heures. Quand c'est des shigella, c'est 48 heures et plus. Vraiment, ça dépend du germe. En général, nous, on n'a pas besoin de faire des examens complémentaires pour dire que c'est tel ou tel germe. On sait que la prise en charge est tout d'abord, en premier lieu, symptomatique. Et si c'est vraiment quelque chose de très rapide, qui s'est installé rapidement, souvent avec pas beaucoup de fièvre ou pas du tout de fièvre avec des vomissements, on est plutôt sur du staph. Et c'est vraiment la réhydratation. On donne la réhydratation. Maintenant, quand vous avez beaucoup de fièvre, ça commence dans les 12-24 heures, il y a de la diarrhée, on pense que c'est salmonelle et à ce moment-là, on fait la prise en charge symptomatique. Dans certains cas, on a besoin de mettre une antibiothérapie. Oui. Une intoxication, par exemple, qui dure plus de 3-4 jours, ça devrait nous inquiéter? Il faut consulter. En général, ça ne devrait pas durer plus de 4-5 jours. Les symptômes, ça monte spontanément au bout de 4-5 jours. Jusqu'à combien de jours, c'est pas grave? Alors, à quel moment il faudra commencer? C'est pas en termes de jours? C'est pas en termes de jours, c'est en termes de gravité de tableau clinique. C'est-à-dire, ça peut être dans les 6 heures. Si vous avez un enfant ou même un adulte, je pense qu'il fasse 6 selles, c'est pas normal. Il faut consulter parce qu'on sait que probablement il va se déshydrater. Par contre, si par exemple, il fait 3-4 selles par jour, qui est relativement bien, qu'il arrive à prendre la différence entre les enfants et les adultes, ou les enfants en tout cas plus grands, c'est que eux, quand on est déshydraté, on boit. Donc quand on boit, on compense. Et ça permet justement d'éviter d'arriver à la déshydratation. Alors que chez les tout petits, on ne boit pas suffisamment, on ne réclame pas suffisamment, donc et si on vomit en plus, donc on va pas compenser et donc on arrive à la déshydratation. Donc vraiment, ça dépend de la situation. Après, par rapport à la durée, si on fait un épisode de gastro-entérite, parce que la toxi-infection alimentaire en réalité, c'est une gastro-entérite infectieuse bactérienne ou virale, mais elle devrait s'amender au bout de 4 à 5 jours. Elle peut aller au maximum jusqu'au 7e jour. Après, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, si ça persiste, c'est peut-être qu'il y a autre chose aussi. Oui. Alors, donc finalement, j'allais vous poser la question justement sur la différence entre une intoxication et une gastro-entérite, parce que notamment chez les enfants, on a tendance à confondre entre les deux, mais finalement, c'est une toxi-infection alimentaire, c'est une gastro-entérite. D'accord. La gastro-entérite, elle est virale, c'est ça? Elle est virale. C'est ça la différence. Et même par rapport à la période, la gastro-entérite, c'est plutôt en période des épidémies, en période hivernale. Elle s'associe aux épidémies d'infections virales, respiratoires, alors que la toxi-infection alimentaire, ça va être plutôt en période estivale. C'est pas du tout la même sur le plan de la périodicité. D'accord. Épidémiologique, puis des signes cliniques patents, c'est rarement qu'on va faire recourir à des examens complémentaires, puisque la toxi-infection alimentaire, généralement, c'est spontanément résolutif. Elle va durer de 2 à 3 jusqu'à un maximum 4 jours. Donc, ça va s'estomper. Quand on fait une intoxication alimentaire, notamment peut-être pour les sujets dits vulnérables, on a peur de quoi? La déshydratation, on l'a cité. Première gravité, c'est bien sûr la déshydratation, et ce qui peut en découler. C'est-à-dire, par exemple, une déshydratation qui est aiguë et grave, ça peut donner, par exemple, une insuffisance rénale aiguë. Donc, chez certains patients, donc, par exemple, les âges extrêmes et tout, une insuffisance rénale aiguë peut être réellement grave. Donc ces personnes-là, il faut consulter, peut-être même hospitaliser, réhydrater. Par exemple, il y a des signes cliniques, par exemple de diarrhée sanglante, etc. Il faut là un petit peu pousser les investigations pour éventuellement santé. Donc la santé
publique, elle est encore beaucoup plus menacée par ces modes de consommation qui sont en train de changer, qui sont en train de se mondialiser. On essaie de manger de la même manière un peu partout en Algérie, alors que ça ne devrait pas. Donc, parfois, quand on voit maintenant des twerg à Tamaras et à Janet manger des sandwichs de shawarma, on peut imaginer ce qu'il peut avoir dedans et toute cette viande qu'on transporte du nord aussi, vers le sud. C'est tout le monde qui se met au yaourt qu'on achète de chez l'épicier. On mange beaucoup les œufs qu'on mange sont parfois vendus, commercialisés dans des conditions qui sont pas convenables, donc au bord des routes et dans les marchés informels. Donc il y a ce mode de consommation. On mange même si on mange pas beaucoup de viande, mais le peu qu'on mange, on le mange dans des conditions qui sont pas correctes. Donc on mange beaucoup de viande hachée maintenant en Algérie. Donc on est en train de transiter vers la facilité. Vous appelez pour l'interdiction de la viande hachée pendant l'été. Carrément, parce que réellement la solution la plus sûre, c'est d'interdire, donc de commercialiser. Et je pense que ça ne fera aucun mal aux consommateurs, au contraire, ça les mettra à l'abri. Parce que la loi maintenant interdit à ce qu'on expose la viande hachée chez les bouchers et qu'on la prépare devant le consommateur, mais ça ne règle pas le problème parce que le fait de la transporter du boucher jusqu'à chez soi, si on dépasse 10 à 15 minutes, elle commence déjà à poser problème. Si on ne prend pas des mesures, comme par exemple un sac isotherme, les gens le font très peu. Très difficile, on ne peut pas compter même sur ces sacs, déjà est-ce qu'ils sont en normes, et puis même la machine elle-même, est-ce qu'elle est nettoyée régulièrement. Donc il vaut mieux éviter, parce que pour nous, et ce qu'on a vu, surtout quand il est question de restauration collective, on utilise beaucoup de viande hachée actuellement, parce qu'on a changé un peu, on a remplacé le couscous par d'autres mets. Vous parlez des fêtes, là. Des fêtes, mais même dans les colonies de vacances, dans tout ce qui est restauration collective, dans les casernes, dans les bases de vie, il y a beaucoup on déclare beaucoup d'intoxications alimentaires à cause justement de ces viandes, et notamment de la viande hachée. Donc on devrait faire plus attention. Il y a les produits laitiers aussi, donc les dérivés du lait, qui posent aussi problème, les œufs, donc tout ça. Là vous parlez des produits à risque. À risque, voilà. Oui, mais j'irai plus loin. Même les légumes qu'on recommande, mais quand ils sont mal lavés, comme avait dit le docteur, avec les résidus d'insecticides de la marche en avant, donc dans notre cuisine. On parle de HACCP dans l'industrie agroalimentaire, mais on devrait aussi l'appliquer d'une manière un peu plus petite, plus restreinte chez soi. Donc, comment ranger nos produits alimentaires, comment d'abord les ramener, les transporter. Là, vous touchez, si vous permettez, Monsieur Mnour, un point très important, parce qu'il faut dire aussi que les intoxications alimentaires, ce n'est pas uniquement, je le disais en préambule, ce n'est pas uniquement en mangeant à l'extérieur, parce qu'on a tendance très souvent à pointer du doigt les restaurateurs, les commerçants, le manque d'hygiène à l'extérieur, alors qu'on peut s'exposer clairement à une intoxication alimentaire même en mangeant chez soi, n'est-ce pas, docteur Driss? Oui, effectivement, la toxinfection alimentaire elle peut être collective, c'est-à-dire on peut l'attraper dans une fête ou bien en mangeant dehors, comme on peut l'attraper chez soi-même quand on prépare des plats sur des sols ou bien des surfaces malsaines, contaminées, ou quand on ne se lave pas les mains quand on prépare. Donc on peut attraper une toxinfection alimentaire. Oui, absolument. Alors, professeur Bismillah, j'aimerais parler aussi avec vous des repas des bébés aussi. Ça, c'est des comportements à éviter aussi. Bien sûr, un biberon qui n'a pas été terminé doit être jeté et il faudra repréparer un autre biberon. Il n'y a que l'allaitement maternel éventuellement, mais à ce moment-là, il ne sera pas à température ambiante. Si la maman tire son lait et elle le met dans le biberon, ça peut se conserver, mais après, il y a des normes en fonction de la température. Mais quand on fait de l'allaitement maternel, en général, on n'a pas besoin de le mettre dans un biberon. Mais pour toutes les formules, toutes les préparations, le biberon non terminé doit être jeté et on doit repréparer notre biberon. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. On ne doit pas réchauffer, on ne doit pas reproposer au bébé. Oui. Docteur Blabdouheb, un autre aliment aussi très risqué, notamment toute l'année, mais notamment en été, les produits surgelés aussi, ça devient un peu une mode, à ne jamais recongeler. Assuré, c'est sûr. Donc les produits surgelés, je pense pas que ce soit vraiment dans notre culture. Donc par exemple au niveau des supérettes, on trouve pas beaucoup de produits surgelés, etc. Mais c'est surtout par exemple tout ce qui est produits laitiers, les œufs par exemple, qui sont entreposés à même le sol. Les surgelés par exemple, on peut en parler maintenant parce que on vient de passer l'Aïd par exemple, on a beaucoup de viande qui celle qui est déjà congelée. Oui, qui est déjà congelée par exemple. Il faudra faire attention. Peut-être les gens ont tendance à la congeler déjà
pour le processus déjà de décongélation, hein, il faut le faire en douceur, oui. Absolument. Le faire dans le frigo, n'est pas, voilà, Il faut pas faire à température ambiante, il ne faut pas faire dans de l'eau, il faut pas même la congélation. Même la congélation, c'est-à-dire que les conditions de congélation, il y a des délais. Par exemple, de congélation, on ne peut pas laisser une viande pendant 24-48 heures au frigo et après secondairement congelée si on a prévu de... Il est déjà contaminé, même après la décongélation, il sera toujours contaminé. Donc il y a des délais par rapport à la congélation, il y a des modalités de décongélation. Par exemple, je décide de préparer mon repas du lendemain, je sais que je vais utiliser de la viande, je vais sortir ma viande du congélateur, je vais la mettre au frigo, elle prend le temps de décongeler, après quand je rentre le soir ou au moment où je vais préparer mon repas, elle est déjà décongelée. Je ne vais pas la sortir au moment où je décide de faire mon repas, je la mets à température ambiante ou je la mets dans un bac avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude. C'est prendre le risque de infection alimentaire certaine. Oui, une autre aberration qu'on peut observer en ce moment, nous en parlions avant l'enregistrement de cette émission, justement, c'est les pastèques qui sont en vente aujourd'hui, qui sont en vente coupées, en plein soleil. Ça aussi, c'est terrible. C'est terrible. Bon, c'est comme disait M. Mnowal, c'est le marché informel qui est là. Donc, quelque part, il faut réprimander ce genre de situation. Et aussi, je pense qu'il faut un petit peu sensibiliser, par exemple, surtout le consommateur. Donc, celui qui achète, il est responsable de cet état de fait. Donc, tant qu'on achète ce genre enfin, une pastèque qui est déjà prédécoupée, je pense que c'est aberrant. Il ne faut pas acheter, tout simplement. Oui, c'est fragile comme aliment. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas que la pastèque, il y a le thon, on en parlait aussi. Et je pense qu'il y a le poulet sur la route pendant toute la journée. Ou même si c'est pour quelques heures, c'est déjà dangereux. Pour une demi-heure, c'est déjà trop. Oui. Alors pour les œufs aussi, il y a un point très important, parce que peut-être beaucoup de monde l'ignore. Le fait de laver les œufs, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire les laver bien avant leur cuisson. Tout à fait. Parce qu'ils deviennent poreux, et ça c'est dangereux. Oui. Donc l'astuce, elle est très simple, c'est la cuisson. Donc par exemple, tout ce qui est toxi-infection, c'est lié à deux choses, le froid et le chaud. Donc le froid, c'est tout ce qui est chaîne de froid, et le chaud, c'est la cuisson. Donc par exemple, il faut savoir une chose. Par exemple, dans le tube digestif de certains aliments, comme la volaille par exemple, il est tout à fait normal qu'il y ait de la salmonelle. Donc les œufs, par exemple, ils vont en contenir. Donc la coquille, etc. Quand on achète des œufs, très souvent, on retrouve des petites matières. Donc il faut savoir que ces petites matières vont contenir... C'est une mesure d'hygiène, de les laver avant de les mettre au frigo, alors que finalement c'est pas... Cependant, il faut séparer. Il faut séparer. D'accord. Il y a une des astuces, c'est que... Il faut les laver quand on veut les cuisiner. À la cuisson, exactement. Il faut laver à la cuisson. Et la cuisson doit être, comme on dit, à cœur. C'est-à-dire que l'œuf doit être cuit. Jamais. Le jaune, il ne faut pas, par exemple, comment on appelle ça, l'œuf à la coque, par exemple, c'est une catastrophe. Parce que la salmonelle, elle est là. Il faut que le frigo soit bien rangé, lavé de temps en temps, au moins une fois par mois. Il faut aussi qu'il y ait une séparation entre les aliments. Très, très important. Exactement. Compartimenter. Et les œufs, il ne faut pas les mettre en contact avec les autres aliments. Il faut qu'ils soient dans des bacs séparés. C'est-à-dire, même si on n'a pas une boîte, pour ne pas qu'ils soient au contact avec d'autres aliments. C'est ça, ce qu'on appelle les contaminations. Il a une toxi-infection alimentaire. Et quand il manipule un aliment, il peut-être transmettre cette maladie à un autre individu. C'est ça une contamination croisée. On peut attraper une infection soit en mangeant un aliment qui est infecté, ou bien on peut l'attraper d'un autre individu malade qui manipule cet aliment. Quand on a une intoxication alimentaire, on ne doit pas cuisiner. De préférence. Évidemment. D'accord. C'est contagieux. Ça peut être contagieux. Bien sûr. C'est contagieux. Vous savez, par exemple, tout ce qui est restauration. Donc, en restauration, il faut qu'il y ait une hygiène déjà personnelle. Donc, si par exemple le chef cuisinier est déjà malade, de préférence, il n'entre pas en cuisine. Ça, c'est l'hygiène personnelle. Après, on a l'hygiène qui est malade. Normalement, on cuisine pas. Surtout si c'est pour une collectivité ou bien une restauration. Est-ce qu'on peut parler proprement de contagion ?
Oui, mais parce que la problématique, c'est-à-dire qu'une personne qui est malade en général, ce n'est pas contagieux, une non, ce n'est pas alimentaire. contagieux dans le sens contagiosité, mais si les personnes prennent la précaution de se laver les mains, de se laver les mains quand après sortir des sanitaires, de se laver les mains avant de manipuler les aliments. Après, quand on est, ça c'est dans le milieu familial, mais quand on est dans une structure où on fait de la restauration collective, que ce soit en cantine ou là en milieu, à ce moment-là, c'est particulier. C'est-à-dire normalement, quand on fait une toxi-infection alimentaire, on ne devrait pas manipuler des aliments, et en même temps, on peut aussi être des porteurs sains, par exemple, typiquement pour les salmonelles. Et si on est un porteur sain, il faut éviter d'être dans des postes comme ça où ça risque d'être dangereux. D'ailleurs, le personnel de la restauration dans le cadre de la médecine de travail doivent être contrôlés régulièrement par rapport à des coprocultures pour vérifier justement ces porteurs sains, pour ne pas, eux, ils n'ont aucun symptôme. Donc, ils ne se savent pas malades, et donc, à partir de là, ils ne savent pas qu'ils sont dangereux, qu'ils risquent d'être, mais pas directement, mais c'est en souillant des aliments qu'on va contaminer une personne. Oui. Un autre paramètre aussi qui peut être très important, alors on a parlé du fait de compartimenter son frigo, le fait de se laver les mains aussi, hein, le lavage des mains c'est un point très important et essentiel. Il y a aussi le fait de faire attention aux ustensiles hein, en cuisine, hein, par exemple les planches, les couteaux. Oui, il vient de dire, docteur, donc le plan de travail c'est très important. Donc, d'abord, il faudrait choisir le matériau qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de résidus qui s'approchent. Donc en général c'est du marbre ou du granit, c'est le meilleur. Donc justement pour ne pas retenir. Ça se nettoie plus facilement. Plus facilement. Et puis les ustensiles. Donc non seulement la qualité des ustensiles, et puis comment les laver, avec quoi les laver. Ça c'est très important. Non, et puis ne pas utiliser les mêmes, par exemple, le même. C'est ça, le même couteau par exemple pour la viande et pour les fruits, par exemple. C'est ce qu'on voit chez certains épiciers. C'est grave que ce qu'on remarque parfois, c'est qu'avec le même couteau, ils coupent du fromage, le beurre et du pâté, de la charcuterie et même parfois la pastèque. Hein, donc pour dire que c'est des gestes auxquels une brève formation d'une semaine, 3 jours, pour tous ceux qui opèrent donc justement dans des commerces pareils. C'est une formation à l'hygiène, à la salubrité, donc au comportement, ces comportements pour avoir ces gestes pour éviter justement tous ces problèmes de contamination et de maladie. Parce qu'on est en train de voir, il y a des gens qui se lavent pas les mains, qui ne préparent à manger, qui se lavent pas les mains parce qu'ils n'ont pas cette culture de laver les mains. Donc les ustensiles et les mélanges, l'eau avec laquelle on lave parfois les tasses dans un salon de café, parfois c'est une eau qu'on on parlait des fameuses sherbettes aussi qui se vendaient à même le sol, hein, ce qui est aberrant. Et on ne sait pas la provenance des sacs, on ne sait pas l'eau aussi, si elle est, été préparée où, si elle est potable ou pas. Dans une bassine, dans un fût, mais donc c'est pour ça que je dis, tout est question de culture de consommation, tout est question de culture de consommation. Donc devant être exigeant, donc ne pas acheter n'importe quoi. Comment se fait-il qu'on puisse acheter un aliment à ras du sol ou dans un milieu il n'y a pas d'air conditionné, qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'étiquetage. Ça c'est notre rôle comme consommateur, mais aussi comment on laisse faire donc tout ça dans un paysage commercial, même dans une grande ville, laisser donc tous ces produits se vendre comme ça aux consommateurs. Alors, un point très important aussi, alors on a parlé de lavage de mains, on a parlé de prêter attention justement aux ustensiles, mais aussi à la propreté de son frigo. La cuisson aussi des aliments, hein, elle est très importante, n'est-ce pas? Tous les modes de cuisson se valent. Bien sûr, professeur. L'essentiel, c'est que la cuisson soit bien faite et qu'il ne faudrait pas, par exemple, prendre des aliments qui soient, par exemple, non cuits. Par exemple, pour les viandes, pour les viandes, idéalement, il faut tous les aliments. Consomme saignant, par exemple, c'est à éviter. Ça dépend de la qualité de la viande qu'on a achetée, ça dépend de notre modalité de conservation. On utilise de la viande hachée. Probablement qu'il faudrait avoir une cuisson la plus longue possible à point. Donc vraiment, ça va dépendre. Et idéalement, de toute manière, en période comme ça, mieux vaut bien cuire. Il vaut mieux bien cuire tous les aliments. Puis mieux consommer des aliments bien cuits parce que justement cette cuisson permet de détruire les micro-organismes. Oui. Alors pour les aliments aussi, les restes, Dr Abdouheb, les restes, par exemple, parce qu'on a tendance à dire c'est un aliment cuit, par exemple pour les pâtes ou le riz, on peut les
conserver jusqu'à combien de temps au frigo? 48 heures environ. Mais si par exemple Moi, je pensais moins. le mode de conservation est respecté, c'est-à-dire maintenant on a des petites boîtes en plastique, etc. Voilà, il faut couvrir. Ça, c'est un point très important Si aussi, par exemple couvrir les aliments. si par exemple on a des restes à base de charcuterie ou bien de viande, il est essentiel de couvrir. Si on ne couvre pas, il y aura de la contamination croisée avec d'autres aliments, par exemple les légumes, les fruits, s'ils sont dans le frigidaire. Oui. Alors dans l'absolu, est-ce qu'on d'aliments qui peuvent servir de bouclier d'intoxication, est-ce que ça peut exister ou pas? Je sais pas, comme les probiotiques par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire vraiment de la prévention de cette manière. C'est-à-dire, par exemple, pour être bien sur le plan immunitaire, etc., il faut avoir, par exemple, un microbiote qui est sain. Donc, si déjà d'emblée on a une alimentation qui est saine, si on fait du sport, etc., on va mettre notre organisme dans une situation optimale par rapport à l'immunité. Aussi, il y a quelque part un facteur génétique. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas tous égaux devant une intoxication. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gènes de sensibilité à certains microbes. Par exemple, récemment, on a découvert qu'il y avait un gène de sensibilité à la salmonelle. Donc, on n'est pas tous égaux. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, on a tous mangé le même repas, mais c'est tombé sur moi. Donc, peut-être que cette personne-là, elle est peut-être prédisposée de façon génétique. Peut-être que son microbiote n'est pas aussi sain que ça. Peut-être que c'est une personne qui est, imaginez par exemple, si on est par exemple stressé. Qu'est-ce que je peux manger pendant cette période? Ou est-ce qu'il faut éviter de manger? Parce que ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Même pour les enfants, je vais vous poser la même question, parce que même pour les enfants, ils ont tendance à ne rien vouloir manger quand ils sont en pleine intoxication. Est-ce qu'on doit les forcer ou pas, par exemple? Et pour les adultes aussi. Bon, pour l'adulte, il faut rappeler que la toxi-infection, c'est une infection bénigne. En général, ça ne va pas tuer le malade. Donc, nous, comme médecins, notre métier est de rassurer le malade. Bon, ça va s'estomper spontanément dans 3 à 5 jours maximum. Donc il faut rappeler les règles d'hygiène au malade. Donc il faut consciemment qu'il doit s'hydrater. Donc il ne faut pas qu'il panique, ce malade. Donc une toxi-infection alimentaire, en principe, elle ne se traite pas. Donc au bout de 5 jours, qu'on doit s'inquiéter. D'accord. Alors pour les enfants, quand ils refusent de manger pendant la... C'est normal. Parce que les parents ont tendance à s'inquiéter. Oui, pour nous, la priorité, c'est vraiment l'hydratation. Après, l'alimentation, on ne l'arrête pas. Il continue à s'alimenter. Il faudra juste faire différemment, c'est-à-dire fractionner, fractionner les repas. Au lieu il n'y a pas besoin de prendre un repas habituel, copieux. Il faudra fractionner. Il faudra donner une alimentation un peu plus légère. L'essentiel, c'est de répondre aux besoins caloriques. Mais l'essentiel, dans l'immédiat, bien sûr, on a besoin. Parce que vous imaginez, si on fait des gastrovirales, en plus, on fait des toxi-infections alimentaires, qu'à chaque fois on arrête l'alimentation, ça va impacter l'état nutritionnel. Donc il faut continuer à les alimenter et ne pas arrêter l'alimentation. Par contre, donner des repas qui soient fractionnés et faire attention à l'hygiène du repas qu'on va donner, à la qualité du repas qu'on va donner. Qu'est-ce qu'on peut manger justement? C'est la question que on va poser la question au nutritionniste pendant la période justement ou après aussi. Oui. C'est plus des liquides, par exemple des soupes de légumes. Au départ, c'est ça, on va proposer des liquides. Des liquides. Donc c'est premièrement pour mettre un petit peu au repos le système digestif. C'est ce qu'on appelle, par exemple, monsieur le gastro est avec nous, c'est un régime sans résidus. Quand on prend un régime sans résidus, ça met au repos. Le résidu, c'est tout ce qui est cellulose, tout ce qui est fibres, etc. Donc le riz, par exemple, les pâtes, les bonnes soupes qui sont très bien mixées et tout, ça va un petit peu laisser le système digestif se reposer. Et en même temps, quand on prend des soupes, on va prendre un petit peu de vitamines. Donc il faut savoir qu'on va se déshydrater. On aura tendance à faire, par exemple, des petites carences, du sodium, pas de viande. Pas de viande, d'accord. Pas de protéines, carrément. D'accord. Donc la première règle, pas de viande pendant une intoxication alimentaire. Préférer donner la part belle au liquide. C'est un régime sans résidus. Faire la part belle au liquide. Manger par exemple des pâtes. On peut manger des pâtes parce que c'est un régime sans résidus. De préférence sans sauce. Voilà. Sans sauce. Pour ce qui est par exemple des fruits, etc. Bien mixer des jus pour se réhydrater. On peut prendre des fruits parce qu'on a tendance à dire que ça accélère quand même le transit. Pas vraiment. Faut éviter un petit peu. Faut éviter parce que ça va exacerber les symptômes. On a tendance à avoir quand même un transit très accéléré pendant l'intoxication alimentaire. Pour les enfants, il n'y a pas réellement de restrictions particulières en matière alimentaire. Ils peuvent manger. On leur donne tout ce qu'ils veulent manger parce qu'ils mangent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils font des caprices pendant cette période. Ils ont une bonne réputation parce que
Ces aliments qui sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la déshydratation se continue au niveau de l'intestin, mais par contre, elle n'apparaît juste pas. C'est-à-dire qu'on a des selles qui paraissent plus consistantes et c'est rassurant, mais ils sont quand même nutritifs. Mais l'essentiel pour nous en pédiatrie, c'est vraiment les sels de réhydratation. Sels de réhydratation. Après, on donne encore des sels de réhydratation. C'est pourri au goût quand même, professeur Piscine. C'est pourri au goût. Non, du tout. Au goût, je parle du goût. Ah non, c'est indispensable. Oui. C'est indispensable. On ne peut pas prendre en charge que ce soit une toxi-infection alimentaire, une gastro-entérite chez un enfant, et je pense que aussi chez un adulte, si on ne donne pas de sel de réhydratation. C'est-à-dire c'est le premier traitement de cette période. Sel de réhydratation, après il y a l'alimentation, on autorise l'alimentation, on fait des repas fractionnés, de petits repas légers, s'il prend des soupes. Ça suffit pas si on prend beaucoup d'eau? Non, ça suffit pas. Non, du tout. Parce que quand vous prenez de l'eau, en réalité, quand on se déshydrate, on perd pas de l'eau. On perd de l'eau, on perd du sodium, on perd des bicarbonates, on perd des électrolytes, et il y a... Oui. Alors les autres traitements qu'on peut donner en cas d'intoxication alimentaire, on donne encore des antidiarrhéiques par exemple ou pas? Non, surtout pas des antidiarrhéiques. Il faut prescrire cette attitude. Donc on peut donner des antiémétiques pour lutter contre les vomissements. On peut donner aussi des antispasmodiques, surtout pas d'antibiotiques pour les 3 à 5 premiers jours. D'accord, on donne des antibiotiques en cas de... Donc, en cas que des signes de gravité, c'est-à-dire quand il y a des selles glérosanglantes ou quand le malade il a de la fièvre. Donc il faut consulter en urgence et c'est le médecin qui peut prescrire des antibiotiques. C'est-à-dire on ne peut pas les acheter soi-même au niveau de la pharmacie pour les prendre. Donc c'est seul le médecin qui peut les prescrire. Oui. Pardon, je m'excuse, juste par rapport aux antidiarrhéiques, les antidiarrhéiques, il y a deux du transit, expose à des formes plus sévères puisque le microbe, parce que la diarrhée est un mécanisme de défense. Et si on va donner un ralentisseur du transit, le micro-organisme va rester à l'intérieur, il va rester plus longtemps au contact de la muqueuse, il va léser plus. Donc c'est pour ça vraiment respecter la diarrhée aussi, c'est une façon de se défendre contre ce micro-organisme. Oui, en fait l'idée c'est justement que la nature est bien faite, finalement s'il y a cette accélération de transit ou ces vomissements, c'est justement pour éliminer le germe. Tous les germes. Monsieur Benoît, vous avez le mot de fin, mais très brièvement, rappeler l'importance justement, comment prévenir finalement les intoxications alimentaires. Prévenir. Donc d'abord, il faudrait aller très rapidement. Non, il faut être responsable devant son assiette, devant ses courses. Il faut transiter, il faut muter vers une consommation sereine, responsable et saine. Donc nous sommes responsables de notre santé. Une intoxication, elle est dangereuse et aussi elle a un coût économique parce que l'absentéisme, au fast-food, au restaurateur, on n'est pas tranquille, on n'est pas à l'aise, on ne mange pas, je préfère ne pas manger. Et évidemment, faites très attention chez soi, parce que parfois, les problèmes viennent de chez nous, on ne sait pas comment, on ne connaît pas les procédures, même si c'est-à-dire on a toute la technologie qu'il faut, mais malheureusement, les compartiments du réfrigérateur, ils ne sont pas là juste pour faire la décoration. Pour la forme, oui. Pour la forme, il faudrait savoir l'utiliser. La température pour la congélation, c'est moins 18 et au-delà, donc moins 18, moins 19, moins 20. Le réfrigérateur, c'est entre 4 et 6 degrés. Donc il faut faire attention à ça. Oui, surtout en été. Merci beaucoup.